Avant d'accueillir notre invité du jour, je vous présente comme nouveau sponsor de cet épisode le programme Envol by Evolution avec un W. Envol est un programme transformationnel unique qui permet à tous ceux et celles qui ont le courage de se réinventer de découvrir qui ils sont réellement. La combinaison d'outils utilisés dans Envol permet une véritable métamorphose pour devenir acteur de sa vie. Alors transcendez votre personnalité, libérez et transformez vos émotions refoulées les plus profondes et déployez enfin tout votre potentiel. Pour rejoindre Evolution, rendez-vous sur leur site internet evolution.world, évolution avec un W, pour participer à leur masterclass gratuite et vous redécouvrir. Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Il est parfois des crises identitaires qui nous révèlent. Mon invité aujourd'hui, ancien boxeur de haut niveau, 5 fois en finale des championnats de France pour une victoire, est passé par une de ces crises. À la poursuite d'une réponse à la question « Qui suis-je ?», il s'est initié à différentes méthodes, de l'hypnose à la méditation vipassana. Il en a créé sa méthode, pertinente et efficace, la dépolarisation, pour accompagner les sportifs de haut niveau et toute personne souhaitant perdurer sereinement dans son activité. Il a fondé l'Académie de la haute performance et publie L'identité gagnante aux éditions Hypnoforme sur sa vision de la compétition. Comment peut-on se détacher de l'attente qu'ont les autres envers nous ? Comment retrouver la sérénité sur un travail de longue durée ? Comment transformer les fardeaux en cadeaux ? Pour nous aider sur ces questions, j'accueille avec plaisir un maître autant spirituel que sportif. J'ai nommé Pierre David. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je suis ravi de t'accueillir et j'aimerais commencer par une question sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe durant ton adolescence ? Qu'est-ce qui m'a amené à la boxe durant mon adolescence ? Eh bien, j'avais envie de faire comme papa. C'est-à-dire que mon père faisait de la boxe à bon niveau, mais en loisir. Et moi, j'avais cette envie de dépasser, de faire mieux que lui. Et donc, voilà, je me suis inscrit à la boxe. Et lui, il t'a poussé, il t'a inspiré dans cette discipline ? Non, pas du tout. Il était fier pour moi que je fasse de la boxe, mais non, il ne m'a pas poussé. Et tu dis que la question « Qui suis-je » tournait toujours dans ta tête. Tu as décidé de partir faire une retraite vipassana à Chiang Mai, en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsque tu as médité ? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai médité ? Eh bien, je suis allé avec cette question « Qui suis-je » Et je me rappelle, je suis resté 20 jours en méditation vipassana. Et au 14e jour, en fermant les yeux, à un moment donné, j'ai eu cette révélation. J'avais presque envie de rigoler tellement c'était évident. J'ai compris que j'étais tout, que j'étais à la fois être et du coup juste une possibilité et à la fois humain, donc de l'existence. Et que j'allais avoir à jouer entre l'essence, qui est la somme de toutes les identités, et l'existence qui va être relative à chaque point de vue. Mais parce qu'avant cette méditation, avant cette expérience, tu te définissais surtout, voire uniquement comme boxeur ? Exactement. Et quand la boxe s'est arrêtée, je me suis dit, OK, maintenant que j'ai arrêté la boxe, je suis qui ? Et forcément, vu que mon identité était déconstruite dans la réalité, dans la matière, je savais pas quoi faire, quoi. J'avais perdu tout le sens de ma vie. Ça a représenté combien d'années de ta vie, la boxe ? Alors à haut niveau, une dizaine d'années. Mais là, j'avais 27 ans au moment du blackout, quoi. Et pour qu'on visualise bien, pendant toutes ces années, c'est combien d'heures par jour, combien de jours par semaine ? C'est tous les jours. C'est tous les jours déjà. 6 jours par semaine, il y avait 1 jour de repos et entre 1 et 2 fois par jour. Et donc, tu y penses constamment, de jour comme de nuit ? Je vis pour la boxe. Je faisais des études pour boxer et pas l'inverse. Donc, ouais. Et alors, suite à cette révélation que tu viens de nous partager, lors d'une retraite vipassana, tu as créé ta méthode qui s'appelle la dépolarisation. Et ici, je peux partager publiquement que j'ai moi-même testé la méthode, puisque tu m'as accompagné et j'ai été bluffé. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement
de quoi il s'agit, la dépolarisation? Ouais, alors la dépolarisation, c'est un changement instantané d'identité. C'est-à-dire que dans la vie, on va avoir des identités qui vont nous bloquer parce qu'on va être attaché à un personnage. Comme moi à l'époque, quand j'étais en boxe, en sport, eh bien, j'étais bloqué sur l'identité de « il faut être humble ». Donc j'étais humble et j'acceptais pas l'identité d'être perçu par les autres d'arrogant. Et donc cette identité qui m'avait amené à un haut niveau, en toute humilité, était aussi celle qui me coinçait pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire d'accepter d'être jugé par les autres d'arrogant. Et du coup, en observant ce pattern-là que j'avais aussi après le sport, et que ça m'a débloqué, et bien derrière, avec d'autres sportifs, ce qu'on peut identifier, c'est qu'ils sont attachés à un personnage souvent d'humble, d'altruiste, de gentil, et du coup, ils n'acceptent pas d'être perçus l'autre polarité, et donc ça va les ralentir. Et ce blocage dans une identité, l'identité d'humilité, tu y vois aujourd'hui la cause de certains de tes échecs sportifs, comme par exemple ces finales de championnat de France, tu en as fait 5, tu en as gagné une. Ouais, pour l'histoire, celle que j'ai gagnée, c'était une finale universitaire où là, c'était hors de question que je perde. Attends, je suis quand même en équipe de France, en fédéral. En universitaire, c'est hors de question que je perde. Donc là, d'un certain point de vue, j'avais de l'arrogance. Et du coup, là, j'ai gagné. C'était gagné avant que je gagne. Et donc, ce serait trop facile de dire que c'était dû qu'à ça, parce qu'il y avait aussi les choses techniques, tactiques, physiques. Mais en tout cas, le fait que je ne m'autorise pas pleinement à dire je vais aller chercher le titre de champion de France, c'était dû pour moi à il faut être humble. Et alors, dans ta méthode, on touche vraiment très précisément à l'identification. Ouais. À ce que nous faisons, plutôt qu'à ce que nous sommes. Ouais. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça nous empêche réellement de devenir qui on est? Quels sont les mécanismes qui se jouent à cet endroit? Ouais, déjà, alors devenir qui on est, pour moi, encore une fois, la partie être, on est tout. On est tout, donc qui on est, c'est on est tout. On a le choix à chaque instant de définir qui on a envie de devenir. Donc, c'est-à-dire que là, on est ensemble, et je peux être souriant, tu vois, je peux faire un grand sourire. En même temps, je peux être triste, je peux être furieux. Enfin, j'ai toutes ces identités à l'intérieur de moi. Et en fait, je vais choisir consciemment ou inconsciemment laquelle j'ai envie d'exprimer. Donc j'ai oublié ta question de base. Ma question était, quels sont les mécanismes qui se jouent dans ce processus d'identification? Exactement. Ça va être un mécanisme de bien ou mal. Est-ce que... Ah mais attends, je peux pas faire ça. Je peux pas exprimer réellement mon projet parce que c'est arrogant de l'exprimer. Ou j'ai envie de faire ça, mais je me sens pas légitime pour le faire. Donc ça, ce serait un imposteur de le faire. Donc, ce sont que des perceptions de bien ou de mal qui vont nous empêcher d'être réellement nous-mêmes, qui est la somme de toutes les identités. Et certains vont nous voir comme quelqu'un d'altruiste et certains vont nous voir comme quelqu'un d'égoïste au même moment et au même degré. Est-ce que ce que pensent les autres de notre réussite va influencer le jugement qu'on peut avoir sur notre propre action? Tu as un passage de ton livre, je te cite, « À ce moment, je me suis alors fait la promesse que mon regard sur moi sera plus fort que le regard des autres sur moi, car je suis la première personne à m'observer en permanence et que j'allais décider de devenir plutôt que de chercher à faire ou à voir. » Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon sens, l'être humain a plusieurs phases. Il a la première phase où il est un adolescent, c'est-à-dire qu'il est la créature. Il est la créature de son environnement qui va dire « il faut que tu sois comme ça, tu dois être comme ça ». Et donc, on va absorber toutes ces croyances, toutes ces identités, on va se définir comme tel. Et à un moment donné, je pense que beaucoup de gens vont rester en créature toute leur vie en se laissant modeler par l'univers de leur environnement, alors qu'à un moment donné, pour moi, prendre son leadership, c'est à un moment donné se dire « Ok, maintenant je définis mon propre univers, je deviens donc un créateur en création de sa propre créature. » Et où je dis « Maintenant je suis qui est-ce que j'ai envie de devenir en relation à mes objectifs ?» Et au lieu de se demander ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'avoir, par exemple, quelqu'un qui peut être timide, si à un moment donné il est en classe et il dit « Tiens, j'ai envie de lever la main, mais je le fais pas parce que si les autres me disent mais c'est stupide ma question. Ok, est-ce que j'ai envie de me laisser définir par l'environnement ou alors est-ce que je décide par rapport à moi-même d'être quelqu'un de confiant. Donc à partir de ce plan-là, si je me dis ok, qui ai-je envie de devenir maintenant, quelqu'un de confiant. Que ferait la confiance? Elle leverait la main. Et donc je prends mon courage à deux mains, je lève la main et donc il y a être, faire, avoir. Mais je m'auto-définis et peu importe ce que les autres vont penser de moi. Et sur les athlètes que tu accompagnes. D'ailleurs, tu accompagnes une bonne partie des médaillés olympiques français. À quoi ça ressemble, ce moment où ils commencent à s'auto-définir? Ça ressemble à, par exemple, j'ai une athlète en tête qui est pour moi le cas d'école. C'était pareil que moi à l'époque, tout le temps au niveau national, tout le temps championne de France, mais au niveau international, eh bien, elle ne s'autorisait pas pleinement à gagner.
Et du coup, à chaque fois qu'elle arrivait sur le plan international, elle se dit mais attends, mais je suis qui? Les autres, ils sont super forts et tout. Et lorsque moi, j'ai challengé un peu en lui disant pourquoi tu veux pas battre les autres? Enfin, non, mais ça se fait pas, ce serait arrogant de dire ça. Et du coup, pour son environnement, elle était attachée à son identité de il faut être humble. Et donc, quand on a travaillé sur les dépolarisations, on est allé sur justement déconceptualiser et déconstruire ce concept et cet anti-concept d'arrogance et d'humilité pour que derrière, elle puisse se dire non, en fait, mon objectif, c'est d'aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Je suis capable de le dire tout fort. Donc, le corps a accepté cet objectif. Et donc, derrière, si les autres me disent c'est arrogant de dire ça, c'est leur point de vue à eux. Ils ont le droit d'avoir ce point de vue, comme chaque être humain. Mais j'ai le droit aussi de ne pas accepter leur point de vue. Et d'ailleurs, tu questionnes les sportifs avant un match en leur demandant « Qui souhaites-tu devenir à travers ce match ?» Et j'ai trouvé cette question extrêmement puissante. Qui je deviens ? Se poser la question, ça empêche d'être focalisé sur la peur de perdre. Exactement. En fait, le résultat, donc être, faire, avoir, le résultat, c'est avoir. C'est du court terme. Donc, j'ai ou j'ai pas. C'est binaire, ça répond juste à la dualité de la matière. En revanche, résultat obtenu ou pas obtenu sous la forme sous laquelle je l'attends, eh bien, l'être humain que je suis en train de devenir avec ça, à travers cet objectif, je vais l'emmener à travers moi. Donc, si avant une compétition, je me dis, je souhaite être plus excellent, plus intelligent, plus tactique, plus technique, et je me focalise uniquement sur devenir, eh bien là, je suis sur du long terme, je suis sur de l'infini, je pourrais même l'emmener après le sport, et je continuerai. Alors que je parle souvent, je dis, ce que tu vas avoir dans la vie, une médaille, au moment même où tu l'obtiens, c'est déjà ton passé. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de cette opposition entre les objectifs, la culture des objectifs qui est très occidentale, et la philosophie de l'intention qu'on va retrouver beaucoup dans le bouddhisme ? Ouais, carrément, on peut le rapprocher. À travers cette compétition, je pose l'intention de devenir, et ensuite, le résultat, c'est simplement l'effet. Mais la cause qui va générer ce résultat, c'est mon identité. Mon état d'être va amener un état vibratoire, une énergie. Cette énergie va amener le corps à faire des actions. Et en fonction de ces actions, je vais augmenter les probabilités d'obtenir le résultat que je désire. Et le modèle que tu viens de nous partager s'appuie sur celui de Robert Dilts. La pyramide de Robert Dilts, ouais. La pyramide de Robert Dilts. Est-ce que tu peux nous expliquer qui était Robert Dilts et comment fonctionne sa théorie ? Donc, Robert Dilts, moi, je m'appuie beaucoup de la pyramide de Robert Dilts. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la programmation neuro-linguistique. Et donc, il a amené une pyramide en termes de... tout en haut, il y a la mission. Ensuite, en bas, il y a l'identité. Cette identité va générer des croyances. Ces croyances vont générer des capacités. Ces capacités vont amener des comportements. Ces comportements vont amener un environnement. Donc, encore une fois, moi, en le mettant à ma sauce, on a amené sur quelque chose de être, faire, avoir. Et en cherchant à travailler sur l'identité, alors que pour moi, l'hypnose, c'est là où je me suis séparé de l'hypnose à l'époque, je cherchais à travailler sur les croyances. Nous, avec la dépolarisation, on va vraiment travailler sur l'identité. Et donc, vu qu'on change instantanément l'identité, eh bien, l'environnement change aussi immédiatement. Et alors, avec tout ce que tu nous partages ici, on peut trouver déjà un élément de réponse dans une situation de blocage. Par exemple, avec les athlètes que tu accompagnes, on voit bien que la solution n'est pas dans un supplément d'entraînement physique, dans un supplément d'entraînement sportif. Tu l'as partagé, toi tu t'entraînais 6 jours sur 7, plusieurs heures par jour. Mais la situation se situe à un autre niveau. Et j'ai envie de te poser la question, quelle est la première étape pour sortir d'un cercle vicieux ? Le cercle vicieux des peurs. Je cite encore ton livre. Tout d'abord, prenez conscience de votre discours interne. Ouais, alors la question, ça dépend si c'est un cercle vicieux de peur ou un cercle vicieux d'identité, mais peu importe, finalement, le fond derrière la forme, c'est le même. Nous, le postulat qu'on a à l'Académie de l'Haute Performance, c'est vraiment qu'on est ici sur Terre pour reconnaître qu'on est un être humain complet, retourner à l'Adam, l'homme universel, qui était ni homme ni femme, mais homme universel. Et pour cela, on va être amené on va avoir des challenges, et ces challenges vont être une opportunité pour nous de s'aimer, de s'accepter encore plus. Et tant que j'ai pas appris à m'aimer encore plus, eh bien, je vais attirer personne, situation, circonstance qui vont me challenger pour aimer cette partie-là. Et donc, si à chaque fois je suis dans un cercle vicieux où je perds à chaque fois et je me dis mais mince, ça me saoule, en plus dans la vie, il y a que des gens qui sont égoïstes, je comprends pas pourquoi il y a que des gens égoïstes. Ben, en fait, c'est juste un signal de la vie qui dit mon pote,
Mais toi aussi, en fait, tu as le droit d'exprimer la partie égoïste en toi. Et tant que tu l'auras pas appris à l'aimer, l'accepter, la reconnaître, l'aimer, l'accepter, eh bien, tu vas attirer tout le temps le même type de personnes, situations, circonstances en boucle. Et comment je fais pour commencer à aimer cette partie égoïste de moi ? Ah bah déjà, c'est la reconnaître. Alors, la première étape en dépolarisation, c'est déjà on déconceptualise. Pourquoi ? Parce que dès qu'on crée un concept égoïste, on crée automatiquement son anticoncept d'altruiste. Donc, c'est la première chose. À chaque fois, moi, je dis un concept égoïste, altruiste, méchant, honnête, malhonnête. C'est comme dire, moi, dans la vie, j'aime être à l'ouest. Ouais, mais t'aimes être à l'ouest, t'es à l'ouest de quelque part, mais t'es aussi à l'est d'autre part. Alors que si on prend de la hauteur et qu'on regarde à la Terre de l'univers, on va voir que finalement, il n'y a ni est, ni ouest, il n'y a ni sud, ni nord. Il y a juste une Terre qui est plutôt ronde. Donc, je sais que dès que je pose un concept égoïste, c'est comme si je disais, je suis à l'ouest. Donc, je suis dans une illusion qui répond à la dualité de la matière. Et si on va, donc en première étape, on va déconceptualiser, on va dire, OK, maintenant, quand tu t'arrêtes et que tu vois la personne égoïste, factuellement, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que l'égoïste, c'est une idée, c'est faux, c'est ton illusion. Et là, c'est dur pour les gens. Et factuellement, il fait quoi ? Si on prend énormément de hauteur, énormément de recul, on va voir que il fait passer ses priorités, même si c'est pas les priorités des autres. Et là, waouh ! Là, déjà, je vois ça et je dis, OK, je prends un peu de recul. Du coup, il y a déjà l'émotion qui tombe parce qu'on sort du jugement. Le jugement est automatiquement créé par une émotion. Les émotions qui vont créer des généralisations, distorsions, omissions de la réalité. Et du coup, ensuite, la deuxième étape, une fois que j'ai vu factuellement qu'est-ce qu'il fait, je vais aller voir quand est-ce que moi je fais ça. Et c'est là où c'est assez intéressant parce que les gens, mais moi je suis jamais comme ça. Et finalement, quand on creuse, les gens voient qu'au même degré, ils sont comme la personne qu'ils jugent. Et ça, c'est la première étape. Et du coup, forcément, ensuite, en deuxième étape, on va voir que, un, je juge, et deux, souvent, je suis pas fier de moi quand j'exprime ce trait de caractère-là, donc j'ai de la culpabilité associée à ça. Donc là, le but, c'est d'aller voir qu'on est tous en co-création et de voir les bénéfices que ça apporte quand on exprime ce trait de caractère. Et là, du coup, l'être humain, il pense à quoi ? C'est-à-dire, il voit que lorsqu'il exprime, lorsqu'il fait passer ses priorités, même si c'est pas les priorités des autres, donc entre guillemets égoïstes, et qu'il voit tous les bénéfices que ça apporte aux autres, son subconscient, il fait « Waouh, mais en fait, j'ai le droit d'être comme ça ». Et du coup, le corps, il fait quoi ? Le corps, il se relâche. Et donc, le corps a accepté cette partie-là. Et ensuite, quand on finit le process, aller voir aussi les bénéfices pour nous que l'autre ait exprimé ce trait de caractère-là. Eh bien, le corps, on réaccepte la partie qui peut être perçue égoïste par l'environnement, mais factuellement, c'est juste faire passer ses priorités avant celles des autres. Le corps accepte ça comme identité, et donc, automatiquement, du jour au lendemain, comme par hasard, les gens égoïstes disparaissent de nos perceptions. Parce qu'ils n'ont plus de raison d'être pour nous faire exister. Et tout ce qui n'a pas de raison d'être sur Terre disparaît. Donc, chaque événement que l'on va vivre, chaque personne que l'on va attirer dans notre vie a une raison d'être. Et tant qu'on a un jugement et qu'on ne la reconnaît pas, cette raison d'être, on va attirer et poser un jugement sur ces personnes. Alors qu'ils sont juste le reflet de nous-mêmes. J'ai ce dicton populaire qui me vient en tête, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est clair. J'ai l'impression que la dépolarisation avec toi, ça donne de la matière à ce concept, ça lui donne de la profondeur. Ouais, carrément. En fait, nous, en dépolarisation, on va vraiment apprendre que dans la vie, déjà, bien mal, on va sortir de cette chose. Pourquoi ? Parce que j'aime bien poser la question aux gens. Toi, si je te la pose, c'est un peu de la triche, du coup. Mais je pose souvent aux gens la notion de bien et mal. Dans votre tête, comme ça, vous la percevez comment ? Plutôt à l'horizontale ou à la verticale ? Et du coup, souvent, les gens vont répondre à l'horizontale. Et j'aime bien, si on regarde un ouvrage qui s'appelle Les Grands Initiés, dedans, il y a une partie sur Pythagore. Pythagore plaçait le bien et mal en vertical. Donc, le bien, ce qui va unifier, et le mal, ce qui va plutôt diviser la matière. Et du coup, en fait, dans notre monde, parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, on n'apprend pas ça à l'école, eh bien, ce que l'on perçoit comme bien, en réalité, c'est ce qui va soutenir notre système, notre corps. Et du coup, notre corps va se percevoir en sécurité. Donc là, on va avoir certaines hormones qui vont faire qu'on est relâché. À l'inverse, ce que l'on va percevoir comme mal est en réalité des choses qui vont venir challenger notre corps. Donc, on va percevoir un danger. Et du coup, ça va nous stretcher. Et donc, quand on apprend à sortir d'un raisonnement bien-mal et qu'on arrive à aller voir, à aller reconnaître le télos, le sens de ce qui nous arrive et de se dire, OK, il m'arrive ça, et c'est quoi les bénéfices que j'ai ce challenge, mais notez peut-être 50 bénéfices s'il faut, jusqu'à temps qu'à un moment donné, le cerveau, ça collapse. Donc, on effondre la charge émotionnelle, on la fait rencontrer avec la charge positive, la charge négative avec la charge positive. On transcende ça, on a de la gratitude pour ça. On aime, on accepte l'événement. Là, boum, on passe à un niveau supérieur et on se rend compte que grâce à ce challenge, eh bien, c'est grâce à ça que j'en ai tiré mes plus grosses forces. Et on transforme du coup les fardeaux en cadeaux. On va transformer le plomb en or.
Et c'est là où on voit que la dépolarisation dépasse très souvent le cadre sportif. Ouais, c'est clair. Et ta méthode reconnecte les individus avec leur schéma familial, avec leur enfance, avec leur adolescence. C'est clair parce que, alors ouais, c'est vrai que dans les séminaires, on va vraiment en profondeur là-dessus, dans le sens où moi j'adore observer une famille. Parce qu'une famille, alors ça peut être une famille familiale au sens propre, comme une entreprise, etc. Parce que quand on observe une famille, on va voir que souvent, dans la famille, il y a le 1, enfin la molécule est complète. C'est-à-dire que si papa a été égoïste, j'ai perçu qui altruiste? Maman. Très souvent. Si je perçois mon frère vraiment dans ses domaines de vie-là, en mode hyper, entreprenant, solitaire, etc., peut-être que moi, je vais être très proche de ma famille. Et du coup, quand on prend énormément de hauteur, on va voir que chaque membre de notre famille, papa, maman, eh bien, on va se construire tout d'abord en réaction à ça. Donc, pour soit ressembler à papa, soit pour pas ressembler à papa, par exemple, ou maman. Ça va nous emmener à un certain point de vue dans la vie, mais finalement, ce qui nous a amené au point A, cette construction en réaction, eh bien, c'est celle qui va nous empêcher de passer au point B. Et donc là, tant qu'on n'apprend pas à aimer, accepter ses parents tels qu'ils sont, comme ils sont, on va attirer personnes, situations, circonstances en boucle. Et c'est là qui est magnifique. Avec le sport, tu vois, finalement, on parle 1% de sport quand on accompagne un sportif, mais on travaille 80% du temps sur papa-maman. Le gars, il perd tout le temps en finale. Et là, tu le fais aimer, accepter son père violent, entre guillemets, d'un seul coup, et boum, hop, il gagne. C'est puissant, et c'est là qu'on comprend à quel point c'est normal de voir deux frères si différents l'un de l'autre, avec même ta dépolarisation. En fait, ce que je comprends, ils se sont construits l'un en réaction à l'autre. Et c'est pour ça qu'ils sont si différents, l'un très extraverti, l'autre très introverti. Par exemple, exactement. Et des fois, donc ça, c'est une norme qu'on a, et des fois, il y a des exceptions qui sortent de cette règle. Mais là, si on regarde d'un point de vue cousin, on va retrouver ce pattern. Quel est le risque dans notre corps, Pierre, si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire? Si on fait quelque chose qui n'est pas aligné avec notre vraie identité? J'aime bien l'expression de notre âme n'a pas de morale. Donc, quand le véhicule ne suit pas sa raison d'être, on saccage le véhicule et puis on change de véhicule. Donc le risque pour moi, sans aller profondément là-dessus, parce que je ne suis pas non plus le spécialiste du corps, mais en tout cas, de mon point de vue, quelqu'un qui sacrifie ce qui est réellement important pour lui et ce qui est sa raison d'être pour répondre à un dogme, ou pour répondre à une autorité familiale ou sociale, eh bien, à un moment donné, il symptomatise. Donc, les maladies, le mal à dit, c'est surtout aussi avoir la notion de « waouh, j'ai un symptôme ici ». Mais finalement, ça m'apprend quoi, en fait, sur moi? Est-ce que je suis en train de suivre mon cœur? Ah non. Tu suis ton cœur, souvent, le symptôme disparaît aussi. Et le fameux état de flow qu'on observe chez certains athlètes, les plus grands athlètes, on a l'impression que dans leur pratique, ils sont libérés de tout regard sur eux-mêmes. Comment tu leur rapproches de la dépolarisation? Alors du coup, le but avec la dépolarisation, c'est que dès qu'il y a une perception de si je gagne la médaille, moi je prends l'exemple sportif, si je gagne la médaille, il y aura plus de bénéfices que d'inconvénients, forcément ça va entraîner du bruit dans la tête. Parce qu'il va y avoir un décalage entre ce que je perçois qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Donc une émotion se crée uniquement par un décalage de perception entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Donc on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le futur. Ou dans le passé, si on aurait aimé que le passé soit différent. Donc on crée aussi l'émotion si on veut que le passé soit différent. Donc quand nous, on va faire des dépolarisations sur ok, tu veux être médaillé olympique, c'est quoi tous les 50 bénéfices pour toi si tu fais pas de médaille? Et c'est quoi les 50 inconvénients pour toi de faire une médaille? Attends, mais Pierre, il n'y en a pas, c'est le rêve de ma vie. Et du coup, tu as un gars qui veut aller chercher une médaille olympique et tu ne lâches pas la séance. Des fois, elle dure 3 heures. C'est arrivé, la séance, elle dure 3 heures et à un moment donné, il lâche. Il voit que, waouh, mais en fait, si j'ai la médaille, ma vie sera ni mieux ni moins bien qu'aujourd'hui. Mais il n'y a plus de bruit, en fait. Tu es dans le présent parce qu'il y a cette notion de c'est déjà fait, c'est déjà là, tu es présent. Et là, c'est ça qui est le paradoxe, c'est du coup, on arrive à un point où il y a la médaille, je vais vers la médaille, je sais que c'est déjà fait. Et je m'en fiche de ne pas l'avoir. Tu vois, je sais que c'est fait et je m'en fiche de ne pas l'avoir. Je veux là-bas, je sais que je l'aurai et en même temps, je m'en fiche de ne pas l'avoir. Et là, on est vraiment dans ce paradoxe de lâcher prise en mode je veux ça et en même temps, je m'en fiche. Et là, je pense qu'on est à la clé parce que du coup, dans le corps, les gens sentent que c'est fait en fait. On est dans le moment présent.
Et donc tu répètes, toi, pendant des heures à des athlètes olympiques, donne-moi des bénéfices à ne pas obtenir la médaille que tu cherches si fortement depuis des années. Et c'est même pas des bénéfices, c'est arrivé une fois avec une athlète qui était vraiment sur le coup, en panique de pas y aller. On a noté 50 bénéfices, 50 bénéfices pour le reste de sa vie. Regarde, t'as 60 ans, là t'as 30 ans, tu as 60 ans, tu te dis, bah tu sais quoi, je suis pas allé aux Jeux Olympiques et finalement c'était une bonne chose, tant mieux. Ou alors tu regardes, tu as 60 ans, tu te dis, je suis allé aux Jeux Olympiques et après coup, finalement, j'aurais peut-être pas dû y aller. Ce serait comment? Et on va noter 50 bénéfices, 50 inconvénients d'y aller, 50 bénéfices de ne pas y aller, 50 inconvénients d'y aller jusqu'à temps que le système nerveux lâche et ils se disent, en fait, on sort de la dualité de la matière, il n'y a rien à gagner, il y a juste à être, en fait. Alors je pense aux personnes qui nous écoutent, je pense aux rêves qu'on a tous et toutes, comme avoir un enfant, comme obtenir tel travail, comme atteindre tel objectif pour son entreprise. Quel conseil peux-tu donner à ces personnes? Ouais, alors là, je vais te donner un conseil, mais je sais que dit comme ça, brut, on peut avoir du mal à y croire, on peut se dire, mais non, mais c'est pas si évident que ça et tout, et je comprends totalement. Mais le conseil que j'ai quand même envie de donner, c'est de vous dire que peu importe ce que vous voulez ou pas, votre vie ne sera pas mieux ni moins bien avec ou sans. Et tant que vous percevez que votre vie sera mieux avec quelque chose d'extérieur, avec de l'avoir, vous êtes dans l'illusion. Et soit vous allez courir après un fantasme de votre vie et passer à côté de ce qui est réellement, ne pas profiter de la gratitude et de la beauté qu'il y a de la vie à chaque instant. Soit le jour où vous allez avoir votre médaille à vous, vous allez dire « Ah ok, et bah maintenant je suis pas plus heureux en fait. » Et même être malheureux parce que vous n'allez pas comprendre. Mais je pensais que le jour où j'aurai ma médaille, je serais heureux. Et là, les gens finissent en dépression. On a quand même, j'avais entendu le chiffre de 24% des médailles olympiques qui tombent en dépression. Il y a combien de pourcentage des gens qui gagnent au loto qui tombent en dépression? Donc, parce que les gens ne voient pas le prix à payer, les gens ne voient pas les inconvénients. Ils voient la partie plus de l'aimant, mais ils ne voient pas la partie moins. Sauf que la partie plus de l'aimant n'est pas dissociable de la partie moins. Donc, c'est d'aller se noter, ok, j'ai envie de ça, bah, je vais noter les inconvénients de l'avoir jusqu'à temps que j'ai plus envie de l'avoir. Et c'est parce que j'ai plus envie de l'avoir que je suis certain que je vais l'avoir. C'est là le paradoxe. Et là, c'est cool parce que je l'ai, je suis hyper content. Et je ne l'ai pas, bah, je suis hyper content aussi, en fait. Sacré renversement du système de valeurs. J'adore dans ton livre quand tu cites le Petit Prince sur l'arrachage des baobabs. Ouais, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ce passage et ce que tu en retires d'important? Ouais, moi ce que j'en ai retiré et comment je l'ai interprété de cette symbolique pour moi, c'est donc il va arracher le Petit Prince les baobabs et il faut les arracher quand ils sont tout petits parce que sinon ils vont devenir hyper gros et puis ils seront impossibles à arracher, ils vont prendre toute la place sur cette petite planète. Et moi à chaque fois je pense à ça quand j'ai lu ce passage, je me suis dit waouh, en fait c'est comme les pensées. Si je laisse une pensée, je suis nul dans ma tête, puis je suis nul, puis je suis nul, puis je suis nul, et je la laisse grandir, à un moment donné, elle va être difficile à arracher. Alors que si je suis conscient de mes pensées utiles et de mes pensées inutiles, et je fais ce travail de jardinage au quotidien, eh bien, forcément, les choses vont être... c'est plus facile d'enlever le mot... c'est plus facile d'enlever les mauvaises herbes à la racine directement que quand ça va être des baobabs. Quel conseil tu peux donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire ce travail au quotidien, justement? Alors, le conseil que je donne, sans rentrer dans du concret, du coup, parce que moi, ce que j'aime, c'est d'aller voir les collabs, c'est du coup d'aller voir les systèmes de bénéfices inconvénients qui, pour moi, quand il y a un collab, ça va très, très vite. Mais en tout cas, pour s'éduquer à ça... Qu'est-ce qu'un collapse pour les gens qui nous écoutent? Alors, le collapse, c'est effondrer la charge positive et la charge négative jusqu'à ressentir de la gratitude. Et une fois qu'on a réussi à ressentir de la gratitude pour ce qui nous prend du bruit dans la tête et ce qu'on n'aime pas dans la vie, là, dès qu'on ressent de la gratitude, paf, on passe à un niveau supérieur. Nous, dans notre jargon, on va faire un saut quantique, donc un passage d'un état à un autre sans état intermédiaire. Et la réalité change instantanément autour de nous. C'est un effondrement de ce qui compte. Ouais, c'est un effondrement de la charge émotionnelle pour accéder du coup à la légèreté. C'est pour ça qu'on va souvent dire que les gens ressentent souvent de la légèreté après une session de dépolarisation parce que en fait, les émotions sont des bagages émotionnels. Donc c'est lourd. Il est chargé émotionnellement. C'est lourd. Ça me pèse. Boum, on collapse ça. On transforme justement ce
ce poids en légèreté et en force pour l'avenir. Donc ça, c'est ma première étape, c'est vraiment d'appliquer ce bénéfice-inconvénient, d'éduquer son cerveau, aller chercher les bénéfices et d'aller, pour moi, c'est la partie la plus intelligente du cerveau, qui est le cortex préfrontal. Et au début, moi, ce que je conseille, c'était chez les moines où je m'observais beaucoup avec les pensées, c'était dingue le nombre de pensées par jour, c'est d'avoir juste cet automatisme tranquillement, d'avoir de la conscience sur nos pensées et de se dire, OK, la pensée qui passe maintenant, est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle est inutile ? Juste, et sans se mettre la pression, en fait. Et l'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui disait... je me sens pas bien en ce moment et tout, et juste j'aimerais aller mieux. Finalement, est-ce que c'est utile ou inutile ? Là, tu mets de la force à aller mieux, mais si tu acceptes le fait que là, en ce moment, ça va pas bien pendant 3 jours, c'est OK en fait. Donc, c'est peut-être inutile de chercher à penser utile aussi à ce moment-là. Tu sais. Et juste, je pense que c'est plus ça, d'avoir l'habitude et pas se comparer et se foutre la paix. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Avec grand plaisir, Alexandre. Un très grand merci, Pierre-David, d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous communiquer une autre vision du sport, une autre vision des objectifs et une autre vision de la vie. Je rappelle le titre de ton livre passionnant, L'identité gagnante, aux éditions Hypnoforme. On peut aussi retrouver d'autres informations sur le site internet l'Académie de la haute performance. Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de Métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « Graines de Métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.